Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts intitulée Résilience. La résilience, c'est le point commun entre l'assurance et l'entrepreneuriat. Et dans cette nouvelle série, j'ai la chance d'échanger avec des fondateurs et des fondatrices, fondateurs et fondatrices des plus belles startups européennes qui utilisent la technologie au service de l'assurance, de la finance et plus largement des risques émergents. Dans cet épisode, je reçois Philippe Gélis, cofondateur de Cantox. Salut Philippe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on rentre dans le détail de ton parcours, de tes enseignements principaux et voilà, les grandes leçons de ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas déjà? Très bien. Écoute, Philippe Gélis, 46 ans. Je suis cofondateur de Cantox, une fintech, dans on va dire une verticale très spécialisée qui est les softwares pour gérer les risques financiers liés aux devises. Donc un truc, je dis toujours, assez ennuyeux, mais avec des gros clients qui payent. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la tech récemment. Et voilà, je vis à Barcelone. La boîte avait été montée entre Londres et Barcelone, mais aujourd'hui, je suis full-time à Barcelone. Top. Écoute, merci pour ça. Et avant de revenir justement sur Cantox, est-ce que tu as en tête un moment, je dirais, un moment clé dans ta carrière qui t'a été particulièrement utile ensuite, justement, dans le développement de Cantox? Ça peut d'ailleurs être une bonne ou une mauvaise expérience, hein. Écoute, je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, je me suis rendu compte assez vite qu'en fait, j'aimais pas avoir un boss. Et, et je crois que quand tu discutes avec beaucoup d'entrepreneurs de manière transparente, tu te rends compte qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont dans le même cas. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, d'une certaine manière, je dire, n'aiment pas l'autorité, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais en tout cas, n'ont pas envie de bosser nécessairement pour quelqu'un. Moi, je fais du conseil pendant quelques années, et si tu veux, mon grand apprentissage, c'est que tu le veuilles ou non, la probabilité que tu aies un manager qui soit médiocre, je dis pas mauvais, hein, je dis médiocre au vrai sens du terme, elle est quand même très élevée. Et pour apprendre et pour aller vite, faut bosser avec des gens très bons, ce qui est quand même statistiquement très improbable si tu fais une longue carrière dans un grand groupe. Il y en aura peut-être quelques-uns de très bons, mais il y en aura beaucoup de médiocres. Donc ça, c'est le premier point, je dirais. Euh, et ensuite, je suis assez curieux de plein de choses, dans le business en particulier. Je lis beaucoup depuis très longtemps. Et donc, je dirais que par défaut, tout ce qui est nouveau, j'aime pas dire innovant parce que c'est un peu galvaudé comme terme, mais donc tout ce qui est nouveau, différent, ou je dirais toutes les manières différentes de voir les choses, de voir le business, ça m'a toujours intéressé. Donc probablement que ce sont deux ingrédients assez importants qui ont fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Très clair, et je reconnais un petit peu la dynamique, notamment sur la première partie. Ce que tu évoques, c'est effectivement un pattern qu'on voit souvent chez les entrepreneurs. Et pour revenir à Cantox, que tu as introduit tout à l'heure en disant c'est un business un peu ennuyeux, mais il y a des gros clients qui payent. Justement, quel a été le point de départ en fait du projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un tel projet sur cette thématique en particulier? Et quelle était un peu l'ambition au départ? Ou peut-être pour le dire différemment, comment tu voyais la manière d'ajouter de la valeur finalement dans la chaîne de valeur? Écoute, il faut qu'on revienne en 2009-2010, c'est la genèse du projet. Euh, donc à ce moment-là, je suis consultant avec une vision, je dirais, très naïve de l'entrepreneuriat. Euh, comme je suis assez curieux, je lis beaucoup, donc c'est le moment où, personnellement, je commence quand même à avoir l'impression que dans la finance, il va se passer ce qui s'est passé partout ailleurs, c'est-à-dire dans le e-commerce, dans les médias, c'est-à-dire qu'Internet va quand même commencer à avoir un impact assez sérieux, alors qu'à cette époque-là, l'industrie au sens large, c'est-à-dire les banques, les assurances, sont convaincus qu'eux, ils sont complètement protégés d'Internet et de l'innovation parce que c'est des business financiers sérieux, régulés, et que donc, il ne peut pas y avoir des trublions qui viennent leur tirer dans les pattes. À ce moment-là, donc, moi, je suis consultant. Je m'intéresse un peu à l'innovation dans la finance. Évidemment, la finance est hyper large, depuis la banque retail, la banque B2B, au marché financier. Mais je trouve que vu que je fais du conseil, j'ai plutôt tendance à faire face à des problématiques que mes propres clients auxquelles ils font face au jour le jour.
Et on va dire dans la finance B2B, grosso modo, si tu enlèves la partie, ce que je vais appeler la banque de base, qu'aujourd'hui on appelle de la néobanque, qui consiste à offrir des comptes et des paiements, tu peux faire quoi? Tu peux faire de la gestion du cash, tu peux faire du prêt, tu peux faire des paiements internationaux, donc il y a les 4-5 verticales. Et les paiements internationaux, par défaut, ça me plaît parce que c'est un côté assez global. Et donc, je commence un peu à réfléchir à l'idée. Je rencontre un de mes cofondateurs qui est aussi consultant. On commence à passer par Matotal, à bosser sur l'idée. Puis au final, le, le pur des hasards fait que on participe à Startup Weekend à Barcelone, qui est un événement sur 2 jours où tout un tas de gens se rencontrent, pitchent des idées. Certaines idées sont sélectionnées. Et à partir de là, tu formes des équipes qui, pendant le week-end, vont bosser sur l'idée, sur un prototype éventuellement, et vont pitcher à la fin du week-end les investisseurs. L'objectif, c'est pas de lever des fonds parce que c'est encore quelque chose de très basique, mais ça permet on va dire, de véhiculer une image positive d'entrepreneuriat, en particulier dans la tech. Startup Weekend, je suis même plus certain que ça existe, mais c'était promu et financé par la Kaufman Foundation. Donc, tu vois, c'est une logique qui est assez différente derrière. Et donc, c'est là qu'on rencontre un troisième co-founder qui est le CTO. Et c'est là qu'on commence vraiment à travailler sur le projet pendant 4-5 mois de manière assez intense les week-ends et les soirs. Et après ça, ben, on finit après avoir confirmé plus ou moins, je dirais qu'il y a une opportunité de marché. Quand je dis confirmé, c'est vraiment avoir trouvé 2 PME qui acceptaient de faire une transaction avec nous de manière à demi-pirate, puisqu'on n'était même pas régulé à ce moment-là. Et donc, ça arrive à convaincre certaines personnes et quelques business angels ben, qu'il y a une opportunité de business. Et c'est comme ça qu'on démarre. Tu vois, c'est très rudimentaire, je dirais. C'est le summum de fake it until you make it à ce moment-là. Ouais, mais ça a fonctionné et justement. Donc ça, c'était le démarrage, la genèse, l'idée et comment les premières étapes se sont déroulées. Il y a une question que je me posais, c'était parce que finalement, certains définissent l'entrepreneuriat comme une succession de galères ou de problèmes à résoudre. Et du coup, toi, sur l'aventure justement Cantox et pendant toutes les années de développement, quel a été le moment le plus difficile selon toi, tu vois, le défi majeur que tu as eu à relever? Et surtout, peut-être, quels ont été les enseignements que tu en as tirés? Donc, il faut revenir 15 ans en arrière. Donc, je ne sais pas si tu étais enfin, dans l'écosystème il y a 15 ans, mais euh, Je c'était débutais à beaucoup. peine. Voilà, bon, ben voilà. Donc, tu as débuté en même temps que moi. L'écosystème, il était beaucoup moins mature, mais en particulier dans le sens où tu avais peu d'informations disponibles et peu de références. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu lances une start-up, tu te poses la question de comment faire tes premiers recrutements. Tu vas sur Internet, tu fais une recherche. Bon, aujourd'hui, tu peux le faire avec l'IA et tu vas de suite trouver des conseils plutôt pertinents sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a 15 ans, c'était pas vraiment ça. Si tu étais motivé, tu achetais un bouquin, tu lisais 200 pages pour essayer d'en tirer quelques enseignements. Euh, donc, je dirais qu'au début, on était probablement euh, très naïf sur les difficultés auxquelles on allait faire face. Et en particulier, il y avait probablement une sorte d'idéalisation de l'idée. C'est-à-dire, tu penses que tu as une bonne idée et tu dis, si on lève un peu d'argent et qu'on démarre, vu que l'idée elle est super bien, ben, ça va marcher. Alors qu'en fait, bon, comme on le sait aujourd'hui, parce que tu peux trouver énormément de littérature sur le sujet, l'idée a relativement peu de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ben, l'équipe que tu vas construire, le produit, comment tu vas le vendre, comment tu vas itérer, comment tu vas peut-être faire évoluer ta proposition de valeur, peut-être même pivoter un jour. Et donc, c'est là qu'est la vraie valeur. Mais quand c'est ta première boîte, et en particulier donc à une époque où il y avait relativement peu d'informations disponibles, tu penses que l'idée, c'est la base de tout. Et donc, on s'est bien évidemment rendu compte que plutôt plus que l'idée, c'était la capacité, je dirais, à construire tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire une équipe au sens large, mais en particulier des équipes technologiques, des équipes de vente, donc à bien recruter. Évidemment, séparer des gens qui ne font pas l'affaire, ben ça, c'est un des gros sujets dans la tech. Euh, Comment aller lever des fonds, évidemment, comment trouver des clients, mais trouver les premiers clients, c'est pas la même chose que trouver des dizaines, puis après des centaines de clients. Comment faire évoluer ta proposition de valeur. Ouais, en fait, il y a toutes ces petites briques qu'il faut construire les unes après les autres, enfin, souvent en parallèle plutôt que les unes après les autres, sachant que par défaut,
tu seras probablement meilleur sur certains points que sur d'autres. Je veux dire, il y a très très peu de boîtes qui sont excellentes sur tout. Je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs. Hmm. Euh, donc il faut partir du principe aussi que tu auras des forces et des faiblesses. Dans notre cas, je dirais qu'on était plutôt bon pour vendre. On n'avait pas une culture produit très forte au départ. On était, comme je l'ai dit un peu avant, mais naïf sur la partie recrutement, puisqu'au fait, tu veux faire grossir la boîte, tu lèves des fonds, donc ce que tu veux, c'est recruter vite pour grossir vite. Plus tu recrutes vite, plus tu fais d'erreurs. Tu fais d'erreurs, plus tu en payes le prix 12 mois plus tard. Hmm. Donc voilà, on a fait. Au final, je dirais que la clé, c'est d'arriver à prendre les bonnes décisions sur probablement deux, trois sujets clés ou deux, trois moments clés dans l'histoire d'une boîte et de survivre à toutes les mauvaises décisions que tu vas prendre régulièrement. Je pense qu'au final, la clé, elle est là, quoi. Des mauvaises décisions, tu en prendras beaucoup, mais il y a quelques décisions où il ne faudra pas se tromper parce que c'est celles qui feront le succès ou l'échec. Et justement, sur les moments clés, ça rebondit directement sur la question que j'avais en tête pour après, qui était donc à l'inverse des défis principaux. C'était, tu vois, quel a été le moment un peu le plus enthousiasmant que tu as vécu dans le développement de Cantox? Et pourquoi c'était le moment le plus important ou le plus... C'est dur de parler d'un moment particulier. Hmm. Euh, Vers 2017, on a fait une grosse, grosse évolution de produit. Au départ, on était plus focalisé sur l'idée d'offrir une solution digitale pour acheter et vendre des devises beaucoup plus transparente et compétitive en termes de prix que les banques. Hmm. Ça, c'était, je dirais, c'est les 5 premières années de la boîte, elles se font là-dessus. Euh, mais vient un moment, donc c'est 2016-17, où on comprend qu'au final, à long terme, être un acteur low cost, puisqu'au final, si tu te focalises sur le prix, tu peux l'appeler autrement, mais la réalité, c'est que tu es un acteur low cost. C'est compliqué parce que dans le low cost, il y a probablement de la place pour un acteur ou deux. Et quand j'ai un acteur ou deux, c'est au niveau continental ou global même, tu vois. Hmm. Euh, c'est très compliqué de faire un bon exit si tu fais du low cost. Parce qu'au final, que quelqu'un te rachète et que tu fasses un bon deal, si au final ce que tu vends toi, c'est juste un moindre prix, c'est quand même compliqué. Il y a toujours quelqu'un pour offrir moins. Moi, je dis toujours, je me rappelle bien dans notre secteur, mais plus dans le B2C, tu avais TransferWise qui donc était l'acteur low cost, mais qui était très bon en exécution et qui levait beaucoup d'argent. Donc nous, on faisait pas face à eux parce qu'on faisait du B2B et eux du B2C. Et d'ailleurs, ils font du B2B depuis maintenant pas mal d'années, mais c'est ce que moi j'appelle du petit B2B, tu Hmm. vois, c'est des petits clients assez simples. Mais je me rappelle qu'en 2015-2016, tu as Revolut qui débarque et qui dit nous, le paiement international, on le fait gratuit. Et là, le propre TransferWise, qui était, je dirais, la darling du secteur depuis 5-6 ans, il se retrouve quand même Hmm. avec un os, parce qu'il y a quelqu'un qui explique qu'en réalité, eux, ils vont le faire gratuit. Bon, ben, on connaît le résultat aujourd'hui. Wise est un très beau succès, c'est coté en bourse, et Revolut est un très beau succès aussi. Mais tout ça pour dire, quand tu te focalises que sur le prix, c'est quand même difficile. Et donc, nous, on était convaincus qu'il fallait faire mieux, ou en tout cas différent, et plus technologique. Et c'est là qu'on a développé un software, donc quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, qu'on connecte au système d'information des clients à travers des API. Donc, on parle de suite de clients qui sont relativement gros. On ne parle pas de la petite PME. Hmm. Et donc, depuis leur système d'information, on reçoit toutes les données relatives à leurs paiements internationaux et en particulier leurs paiements à terme. Donc, on ne parle pas de paiement que tu vas exécuter aujourd'hui, mais d'un paiement que tu feras dans 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et donc, le client dans notre software, il définit ce que nous on appelle une politique de gestion du risque de change, puisque les paiements futurs, par défaut, sont impactés par la volatilité des taux de change. Donc, ce que va faire le software, c'est qu'ensuite, en temps réel, en fait, il va exécuter la politique qu'a définie le client de manière complètement automatisée. Donc, quand on parle de clients avec énormément de transactions, de gros volumes, souvent beaucoup de pertes de devises, avoir un software, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir quelqu'un qui prend des décisions, qui appuie sur des boutons. Donc, en fait, si tu veux, on est passé d'un acteur low cost à un acteur qui offre une solution automatisée, très pointue, pour gérer les risques liés aux devises. Donc, c'est une value proposition qui est très, très différente parce qu'au final, ce qu'on dit aux clients, c'est nous, on va éviter que l'an prochain, tu perdes 10, 20 ou 50 millions en gérant mal ton risque de change.
On n'est pas là pour lui dire on va te faire économiser 50 000 euros sur tes frais bancaires. Mm. Et ça a complètement changé le positionnement de Cantox. C'est ce qui a fait qu'après ça, il y a des banques, dont BNP, qui sont venues nous voir pour monter des partenariats, ce qui partait du principe que ce genre de software, ils ne savaient pas faire. Ça a évidemment complètement changé le profil client, des profils plus gros, avec des revenus moyens par client beaucoup plus gros que ce qu'on avait avant. Et une fois de plus, un produit très techno, complexe, beaucoup plus compliqué à copier, sachant qu'on n'a toujours pas vraiment de concurrent direct sur le marché, donc ça fait maintenant 8 ans. Il y a des substituts, évidemment, hein, tu peux gérer le change et le risque de change différemment, mais un produit qui allie automatisation comme le nôtre avec exécution des opérations, c'est quelque chose qui reste encore unique sur le marché. Et c'est ce qui a fait qu'au final, bon, on arrive à faire un bel exit, parce qu'une fois de plus, quand tu as un produit qui a vraiment une grosse composante technologique, qui apporte beaucoup de valeur aux clients, et que les clients le reconnaissent, et dans notre cas, c'est intéressant parce que un client commence à nous utiliser par défaut, sa banque, elle le voit très rapidement. Et quand le client dit, bah, attendez, moi, ce qu'il me propose en termes d'automatisation, c'est pas vous qui allez me le proposer, de suite, tu es vu différemment sur le marché. Si le client, il dit, ah ben non, eux, ils me font le change 3 fois moins cher, la banque, elle dit, attends, si tu veux, moi, je te le fais 2 fois et demi moins cher, mais comme je te fais du crédit, tu vas rester chez moi, quoi. Là, tu changes complètement ton fusil d'épaule et en fait, tu changes la dynamique compétitive. Ouais, et du coup, ça rejoint le côté comment la tech peut apporter de la valeur dans Exactement. l'industrie, sur le marché, et faire Exactement. le petit pas de côté par rapport aux acteurs en place, en fait. Parce que, Ben, effectivement, sur le prix, tu as toujours plus gros ou ben quelqu'un ouais. qui a plus d'argent que toi et qui peut faire cette compétition un peu unfair. Donc là, toi, ce que tu dis, c'est que tu avais fait le choix de compétiter par la partie produit, la partie tech, tout en ayant reconnu tout à l'heure qu'au départ, c'était pas forcément votre avantage compétitif que cette orientation produit. C'est ça. Ben, si tu regardes la fintech depuis 15 ans, ou allez, depuis 10 ans, on va dire, ça fait 10-15 ans que moi je veux dire que la fintech est réellement ce qu'elle est. Je pense que tu as 80, au moins 95% des boîtes, elles n'offrent rien d'innovant si ce n'est une UX qui est meilleure. Si tu réfléchis, il n'y a rien de fondamentalement nouveau ni de fondamentalement disruptif. Euh, alors, une fois de plus, je pars de, moi j'appelle ça 95% d'écart. Alors, ce chiffre, je l'ai inventé, c'est peut-être 85 ou 98, j'en sais rien, mais si tu réfléchis réellement, il n'y a pas beaucoup d'innovation fondamentale. Il n'y a pas beaucoup de produits nouveaux. La technologie, c'est surtout de la user experience, quoi. Et c'est déjà pas mal parce que quand on regarde ou quand on réfléchit tout un chacun à notre expérience personnelle avec le monde des services financiers, la user experience, souvent, elle est très mauvaise. Donc, une meilleure expérience, c'est déjà quelque chose réellement, c'est un grand pas en avant. Mais quand tu prends un peu de distance, je te dis, il y a quand même rien de fondamentalement différent. Et je pense que dans les 10-15 ans qui arrivent, on va commencer à voir des choses qui seront des vraies innovations produits. Ouais, on va voir justement, et c'est une des questions qu'on se pose parce que l'expérience utilisateur, c'est toujours difficile à mesurer, c'est un truc qui est hyper subjectif et en même temps qui fait parfois la différence entre justement des startups qui arrivent à croître très vite, cannibaliser un peu les services existants, mais effectivement à voir. Et justement, quand on se projette un peu dans le futur, et là c'est du point de vue purement entrepreneur, mais c'est quel serait selon toi finalement le conseil que tu aimerais partager aux entrepreneurs, aux entrepreneuses qui voudraient se lancer aujourd'hui, plutôt dans la fintech, insurtech, parce que c'est nos domaines, mais ça peut être valable plus largement, évidemment. Moi, je pense que c'est quand même important dès le départ, d'avoir une proposition, un produit, une technologie, on peut le dire comme on veut, qui va être vraiment différente et surtout que tu vas pouvoir défendre. Euh, Tu vois, par exemple, en ce moment, l'IA, je trouve, c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire, tu as des gens qui lancent des boîtes IA, en réalité, ils ont juste une proposition de valeur et ils utilisent l'IA d'un autre. Donc, en réalité, tu te, tu te dis, mais en fait, ils lancent rien, c'est un peu de la poudre aux yeux, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent très bien avoir de l'attraction avec ça. Mm. Le problème, c'est jusqu'à quand
et est-ce que tu arrives à défendre ta position quand le marché se normalise dans 1 an, 2 ans, 3 ans? La question, elle est là. Et si tu fais ça en ayant levé très peu, bon, ça peut quand même faire du sens. Mais si pour justement cette proposition de valeur qui au final est relativement, je dirais, faible, tu as levé beaucoup d'argent, ça risque d'être compliqué. Donc, mon avis, c'est que soit tu es convaincu que tu as une capacité d'exécution extraordinaire et que donc, dans un marché ou un secteur où au final ton produit n'a rien d'exceptionnel, tu es tellement meilleur sur l'exécution que tu vas faire mieux. Mais ça, j'ai envie de dire, à la limite, si tu as été plusieurs fois entrepreneur et que tu sais que c'est ton point fort, pourquoi pas? Mais sinon, j'ai quand même tendance à croire que si tu veux construire une boîte solide à long terme, mieux vaut se focaliser sur donc un produit, un service qui est à forte valeur ajoutée et qui, une fois de plus, que tu vas pouvoir défendre à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Make sense, ça rejoint un peu ce qu'on pense aussi et comment on regarde le marché aujourd'hui avec la tech qui reste un moyen en fait d'apporter de la valeur et ça doit pas être une finalité en soi. Donc intéressant de partager ça. Et voilà, merci beaucoup et encore une fois pour ton temps et tous ces enseignements, Philippe. Et puis à bientôt sur la scène FinTech, InsurTech partout en Europe et surtout en Espagne, ça je l'ai entendu. Avec plaisir.